Alors, et comme elle a si bien dit, je suis un passionné de sepsis et de choc septique. Mais mes maîtres ont fait de moi monsieur sceptique de l'unité. Et donc, je parle de choc septique depuis 2016. Je voudrais donc partager avec vous l'expérience, les écrits et ce qu'on a retenu de la littérature du sepsis et du choc septique. Diapo. Voilà. Le choc septique représente la forme la plus grave de l'infection. Ici et ailleurs, il est associé à une forte mortalité. Et à titre d'exemple, jusqu'en 2020, on a 50% en Amérique, en France et en Australie. Or, depuis 2016, il y a des éléments rassurants sur les nouvelles définitions et des différents protocoles ont été rédigés par rapport à la prise en charge du choc septique. Mais malgré ça, il existe toujours une grande marge de progression pour dominer et réduire le taux de mortalité. Diapo. Voilà, depuis 2016 et ces 10 dernières années surtout, il y a tellement d'écrits, tellement d'articles, tellement de publications sur le choc septique. Ce que j'ai projeté, c'est rien qu'une infime partie des publications que nous avons eues ces 10 dernières années en matière de la prise en charge, de la connaissance sur le sepsis et le choc septique. Diapo. Dans notre unité, nous avons eu à diriger quelques publications, au nombre desquelles nous pouvons citer, par exemple, la prévalence de la prise en charge du choc septique en réanimation dans un milieu à ressources limitées. Et là, nous l'avons, cette étude a été réalisée au centre hospitalier, au centre national universitaire chez nous à Cotonou. Et tout récemment, en 2022, nous avons étudié l'aspect pédiatrique du choc septique. Diapo. Alors, de toutes ces publications, il ressort qu'il y a toujours une lourde mortalité. Au Togo, et Sama et collaborateurs, maîtres de conférence agrégés, avaient étudié sur près de 39, avaient retrouvé près de 39 décès sur les 40 cas qu'il avait pris en charge en réanimation chirurgicale au CHU Sylvaïs Olympio. Et dans l'étude de Cotonou, sur près de 118 malades, il y a eu 115 décès, donc 97,46%. Et donc, c'est une mortalité proche, mais très proche même de celle retrouvée par Sama et collaborateurs à Lomé. C'est dire que le choc septique demeure toujours un véritable problème de santé publique par ici. Diapo. Trois, conférence de consensus à Genève. Il y a de nouvelles définitions qui ont été proposées juste pour minimiser la morbidité et la mortalité liées au choc septique. Parmi ces définitions, on a retenu finalement que le sepsis est une dysfonction d'organes secondaire à une réponse inappropriée à l'autre vers une infection. Et du coup, les anciennes définitions, le continuum qui nous proposait infection, cire, sepsis sévère et choc septique, ce continuum a été donc abandonné pour une définition, mais qui met l'accent sur deux mots. C'est une dysfonction d'organes secondaire à une réponse inappropriée, puisque le cire
est une réponse appropriée. Et compte tenu du dégât du choc septique, il n'y a plus entre sepsis et choc septique. On parlait de sepsis sévère et il n'y a plus de sepsis sévère. Donc, la définition est devenue plus simple, certes, mais compte tenu du contenu, il faut faire beaucoup attention pour la prise en charge et la récupération des patients atteints du sepsis et du choc septique. Diapo. Alors, le sepsis étant une dysfonction d'organes, une réponse inappropriée, le choc septique n'a pas totalement changé de contenu, mais il y a deux nouveaux éléments qui sont ajoutés. Le choc septique est donc un sepsis d'abord, qui est rebelle au remplissage vasculaire parce qu'il y a une hypovolémie relative qui peut se compliquer d'une hypovolémie absolue, mais rebelle à un traitement qui va nécessiter, rebelle au remplissage vasculaire qui va nécessiter l'utilisation des vasopresseurs. Et là, on connaissait cette définition. Mais après le CSU 3 de 2016, on y a ajouté deux nouveaux éléments. C'est l'académie supérieure à 2 mmol par litre et le score SOFA. Et donc, de façon simple, le choc septique, c'est d'abord le sepsis avec une hypovolémie qui va être rebelle au remplissage vasculaire, nécessitant l'utilisation des drogues vasopresseurs et deux nouveaux éléments ajoutés avec une lactatémie supérieure à 2 mmol par litre et un score SOFA supérieur à 2. Mais c'est quoi le score SOFA? Diapo suivante. C'est Sequential Organ Fire Assessment. Ce score met en exergue un certain nombre de composantes. Et à ces composantes, on associe des critères. Et lorsque nous prenons les composantes respiratoires, il faut que le rapport pression artérielle en O2 sur la fraction inspirée en O2 supérieure à 400 mm de mercure. Et lorsque ce rapport est supérieur à 400 mm de mercure, on a un critère noté 0. Vous voyez les différentes valeurs. Lorsque c'est inférieur à 100, c'est le critère, c'est côté 4. Là, ce rapport est important, non seulement est devenu très important lorsque on a vécu les différentes phases de COVID, mais c'est un rapport important dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et vous savez bien que la définition de détresse respiratoire aiguë prend en compte le rapport PaO2 sur FiO2. Quant à la composante cardiovasculaire, c'est surtout la pression artérielle moyenne. La pression artérielle moyenne, lorsqu'elle est supérieure à 70, il n'y a pas de problème. Inférieure à 70, c'est encore gérable. Il faut que le chiffre 65 mm de mercure soit respecté. Mais lorsque cette pression-là est inférieure à 65 ou 60 mm de mercure et qui va nécessiter l'utilisation des drogues telles que dopamine qu'on utilisait avant et dobutamine, c'est côté 2. Mais lorsque ça va nécessiter l'utilisation des vasoconstricteurs puissants tels que la noradrénaline ou l'adrénaline, c'est côté 3. Et pour la composante coagulation, c'est les plaquettes. Lorsqu'on est en hypoplaquétose sévère, c'est-à-dire inférieur à 20 ou inférieur à 50, c'est 3 et 4. Et sur le plan neurologique, c'est le score de Glasgow que vous savez bien le faire. Tout médecin le fait si bien que nous allons dire, lorsque le score de Glasgow est égal à 15, il n'y a pas de problème. Donc, le patient est bien conscient. Inférieur entre 6 et 9, c'est un patient en coma. Sur le plan neurologique, donc, il faut savoir noter le score de Glasgow. Et sur le plan rénal, c'est la diurèse. Lorsqu'elle est inférieure à 500, c'est 3, inférieure à 200, c'est 4. On va faire la somme de tout ça pour voir si le score de Glasgow est inférieur à 2. Et ça rentre dans la nouvelle définition de choc septique. Mais par ici, c'est très difficile de faire ce score parce qu'en réalité, il faut la gazométrie pour la PaO2, tout au moins. Et Dieu seul sait que dans nos hôpitaux en Afrique, ce n'est pas évident que du coup, on ait tous les bilans pour faire le diagnostic du choc septique. Du coup, il y a le SOFA
simplifié que nous appelons QSOFA. QSOFA est en réalité utilisé dans les cas d'extrême urgence, le SAMU, aux urgences, pour faire vite le diagnostic du choc septique. Et le QSOFA prend en compte la pression artérielle systolique qui vient être inférieure à 100 mm de mercure, la fréquence respiratoire et le patient doit être obnubilé autour de 13 de Glasgow. Sur le plan physiopathologique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est dire que la physiopathologie du choc septique est complexe. Il y a eu beaucoup d'écrits, mais qui n'arrivent pas à convaincre tous les acteurs de prise en charge qui interviennent dans la prise en charge des chocs septiques, qu'ils soient Jean-Louis Vincent, qu'ils soient Didier Payen. Ces acteurs écrivent beaucoup de choses, mais n'arrivent pas à convaincre les gens par rapport à les auteurs, les différents acteurs par rapport à la prise en charge à la physiopathologie septique. Et donc, quand on parle de physiopathologie, on parle du mécanisme physiopathologique et des conséquences physiopathologiques. Sur le plan mécanisme, là, c'est une invasion par des agents pathogènes, qu'ils soient bactéries, virus ou champignons. Mais cette invasion va être à l'origine d'une augmentation du livre vasculaire. Et lorsqu'il y a une augmentation du livre vasculaire, il y a une vasoplégie qui s'installe avec une hypovolémie relative d'abord et qui peut être une hypovolémie absolue, engendrant d'abord le sepsis et que ce sepsis, avec cette hypovolémie relative, peut être rebelle à un remplissage et va évoluer progressivement vers le choc septique. Donc, le mécanisme fait appel toujours à l'invasion d'un agent pathogène. Diapo. Et les conséquences, c'est presque tous les organes. C'est pourquoi on dit que c'est une atteinte multiviscérale. Si vous prenez sur le plan hémodynamique, cette hypovolémie va entraîner une diminution du retour veineux, du début cardiaque, une hypotension et une tachycardie sur le plan hémodynamique. Sur le plan neurologique, il y aura une souffrance cérébrale et d'une simple obnubilation, c'est-à-dire un Glasgow inférieur ou égal à 3, on peut passer à l'étape du coma. Et sur le plan hématologique, il y aura une diminution, une hypoplaquétose sévère entraînant une coagulation intravasculaire disséminée. Et sur le plan rénal, l'hypovolémie relative observée va entraîner une hypoperfusion rénale et cette hypoperfusion rénale va être à l'origine d'une insuffisance rénale. Et sur le plan cutané, on connaît bien les manifestations cutanées de choc septique. D'abord, froideur, cyanose et pâleur. Et sur le plan respiratoire, il aura une hypoxie cellulaire. Cette hypoxie cellulaire qui sera à l'origine d'une hypoperfusion tissulaire et responsable d'un syndrome de détresse respiratoire aigu. Et ce syndrome de détresse respiratoire aigu va être ressenti au niveau des composantes respiratoires et donc le rapport PaO sur FiO2 va être inférieur à 400 mm de mercure. Diapo. Et donc, sur le plan physiopathologique, Jean-Louis Vincent, dans ce livre, a, sur près de 400 pages, a essayé de convaincre du point de vue physiopathologique, mais n'arrive toujours pas parce que la physiopathologie est complexe. Et donc, je nous recommande de lire ce livre pour bien comprendre la physiopathologie que nous avons résumée en 2 diapositives à partir de son mécanisme physiopathologique et des conséquences physiopathologiques. Diapo. Il y a 3 groupes de signes lorsqu'on parle de choc septique sur le plan clinique. Il y a les signes de l'état de choc que nous appelons syndrome choc. Il y a les signes de la nature septique que nous pouvons appeler syndrome septique, mais aussi les signes en rapport avec la porte d'entrée que nous résumons sur le focal de signes de l'état de choc par la porte d'entrée. Lorsque nous prenons le syndrome choc, d'abord les signes hémodynamiques, une hypotension artérielle que nous venons de voir tout à l'heure due à une hypovolémie, mais la pression artérielle est inférieure à 90 mm de mercure ou inférieure à 40 mm de mercure de la pression artérielle habituelle. Les nouveaux écrits proposent 20% de la pression habituelle. Le pouls est petit,
rapide, filant, voire imprenable. Et ça, c'est sur le plan hémodynamique. Sur le plan neurologique, on assiste à une agitation, convulsion, trouble de la vigilance, obnubilation, voire coma. Et ça, c'est regroupé sur le vocal de syndrome choc. Sur le plan, au niveau des signes d'hypoperfusion tissulaire, tels que nous avons vu au niveau des conséquences physiopathologiques, il y a la pâleur, des sueurs profuses, froideur des extrémités, cyanose et marbrure. Et les signes d'hypoperfusion sur le plan rénal, il y a une oligurie, la diurèse est inférieure à 0,5 ml par kilo par heure. Et puis, les signes pulmonaires, la fréquence respiratoire est supérieure à 25 cycles par minute. Donc, une polypnée doit être notée. Regroupé sur le vocal du syndrome de choc. Le syndrome septique, d'abord, c'est la fièvre. On a les deux extrémités, soit une hyperthermie avec la température supérieure à 38 degrés 5 ou une hypothermie avec une température inférieure à 36 degrés. Frisson plus ou moins intense que nous regroupons dans le groupe de syndrome septique. En dehors de du syndrome septique, nous pouvons voir les signes en rapport avec la porte d'entrée qui vont se manifester par une détresse respiratoire. Et détresse respiratoire, vous le savez bien, il y a une polypnée, battement des ailes du nez, tirage intercostal et sus-sternal. Diapo. De ces signes, on retient aussi le syndrome de condensation qui va se manifester par une palpation. Au niveau de la palpation, on aura une augmentation des vibrations vocales, une matité à la percussion, à l'auscultation des râles crépitants et ou bronchiques, plus ou moins souffle tubaire. Et lorsque nous parcourons tous ces signes, c'est important de revoir les signes biologiques, puisque le diagnostic de l'état de choc, c'est clinique, mais cependant, il y a des examens paracliniques qui sont nécessaires pour affirmer la nature septique et préciser le retentissement. Et parmi ces examens paracliniques, nous pouvons avoir quelques signes biologiques, la numération formule sanguine, soit une hyperleucocytose ou une leucopénie. L'hyperleucocytose, parfois prédominance neutrophile, il faut que les globules blancs soient supérieurs à 12 000 éléments par millimètre cube ou une leucopénie inférieure à 4 000. Une thrombocytose liée à l'inflammation et une thrombopénie qui peut être responsable d'une coagulation intravasculaire disséminée. La C-réactive protéine, la CRP, est supérieure et donc on sait que la valeur normale c'est inférieur à 50 mg par litre. Et l'autre signe qu'on peut rechercher sur le plan biologique, c'est la procalcitoline. La procalcitoline qui ne se fait pas partout, mais ça se réalise chez nous au Chumel à Cotonou. La procalcitoline est très élevée et la valeur normale, c'est inférieur à 0,05 nanogrammes par millilitre. La gazométrie, qui est un élément important quand même pour voir l'acidose métabolique, pour voir le rapport PaO2 sur FiO2 et au niveau de la gazométrie, le pH est inférieur à 7,35, la PaO2 inférieure à 80 mm de mercure et les lactates, ici, retenez 2 mmol par litre et il y a une gazométrie veineuse. Et la saturation veineuse en oxygène est supérieure, la valeur normale étant 75%. Le retentissement biologique, de ces signes biologiques, on a quelques retentissements biologiques. La fonction rénale est perturbée, oui, une hypoperfusion rénale qui va être à l'origine d'une insuffisance rénale aiguë. Et le bilan, sur le plan hépatique, on a une cytolyse hépatique et on a une classe sanguine avec le taux de prothrombine qui doit être parfois inférieur à 40%, une fibrinémie. Et ce qu'on remarque aussi chez les septiques, c'est qu'il y a une perte glycémique que nous pouvons gérer par, on verra ça au cours du traitement, pas de l'insuline. Mais quel biomarqueur doit nous dire exactement si nous sommes en phase de choc septique? Diapo. Entre la CRP, les lactates, la procalcitonine. Diapo. Lorsque nous prenons la CRP,
C'est un marqueur de la phase aiguë d'une inflammation. Ça, c'est clair. La CRP est synthétisée au niveau du foie. Le coût est faible. Et ce qui fait que c'est facilement réalisable chez nous et le résultat est aussi rapidement disponible. Mais malheureusement, la CRP manque de spécificité. D'abord, c'est rare qu'à la phase aiguë, que les gens viennent directement dans un hôpital où on peut réaliser la CRP. La CRP est élevée pour toute inflammation. Donc, ce n'est pas spécifique pour le choc septique. Diapo. La procalcitonine est élevée dans les 2 heures à 4 heures après exposition. Et dans notre contexte, quand on a le sepsis, on ne peut pas directement à l'hôpital où on peut réaliser la procalcitonine. Soit on part chez un alpha ou chez un guérisseur traditionnel et puis on vient après les 4 heures de temps où on peut prélever et voir que la procalcitonine est élevée. La procalcitonine, certes, c'est pour les infections bactériennes, mais la procalcitonine est élevée pour d'autres choses. Devant un traumatisme crânien grave, vous pouvez avoir votre procalcitonine élevée. Du coup, la procalcitonine manque aussi de spécificité. La lactatémie, qui fait partie aujourd'hui d'une partie intégrante de la définition du choc septique. Lactatémie supérieure à 2 millimoles par litre devant une porte d'entrée bien connue et devant les signes cliniques, on peut bien dire que nous sommes en face d'un choc septique. Diapo. Les signes que nous avons évoqués vont nous permettre alors de comprendre et de poser de façon concrète le diagnostic de choc septique. Diapo. Le diagnostic positif, c'est clair, il faut qu'on ait le syndrome choc, il faut qu'on ait le syndrome septique et réaliser la gazométrie et voir la lactatémie qui doit être supérieure à 2 millimoles par litre. Et le syndrome choc, nous venons de dire, le syndrome septique. Le syndrome septique aussi, nous venons de dire, il faut associer la gazométrie et en plus de la gazométrie, il faut voir la lactatémie. Diapo. Mais lorsque nous avons fini de faire tout ça là, il faut fouiller avant de faire le diagnostic différentiel. Mais comment fouiller? Il faut faire par exemple la radiographie pulmonaire de face au lit du malade, ce qui n'est pas évident dans certains hôpitaux, pour rechercher un syndrome alvéolaire. Donc, revenez s'il vous plaît. Pour rechercher un syndrome alvéolaire, il faut. Le syndrome alvéolaire, c'est une opacité parenchymenteuse macronodulaire systématisée avec ou sans bronchogramme. Ou bien, vous rechercherez à la radiographie pulmonaire un syndrome interstitiel qui va se manifester par des opacités diffuses non systématisées sans bronchogramme aérien. Mais aujourd'hui, pour rechercher d'autres signes et les foyers du choc septique, il faut nécessairement réaliser aussi une échographie. Et l'échographie demeure aujourd'hui le premier examen, l'examen de première intention pour l'exploration hémodynamique des états de choc. Nous y reviendrons. Mais devant tout ça là, il y a des... Il ne faut pas confondre le choc septique avec d'autres affections que nous allons aborder sur la diapositive 31. Choc hypovolémique, choc cardiogénique et choc anaphylactique. Diapositive. Si nous prenons le choc hypovolémique, il y a une diminution brutale du volume circulant. Oui, dans le choc, dans le choc septique, vous allez voir une diminution du retour veineux, une diminution du débit cardiaque qu'on retrouve aussi au niveau du choc hypovolémique. Il y a une basse pression artérielle qu'ils ont. En commun, il y a une tachycardie, mais le choc hypovolémique peut ne pas avoir de fièvre, il peut ne pas avoir un foie infectieux. Et vous allez voir, le choc hypovolémique peut être extériorisé à partir d'une grosse hémorragie cataclysmique ou d'une hémorragie occulte. Ça peut entraîner un choc hypovolémique. Sur le plan cardiogénique,
Certes, les points qu'ils ont en commun, une hypotension artérielle, pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, qu'on peut retrouver au niveau du choc cardiogénique, au niveau du choc septique, une hypoperfusion rénale, marbrure cutanée, les deux ont ça en commun, extrémité froide, trouble de la conscience. Mais le caractère cardiogénique, qui fait la différence entre les deux, c'est le caractère cardiogénique est confirmé par la dysfonction de la pompe ventriculaire après correction d'une hypovolémie qu'on peut voir à partir d'une échocardiographie. Le troisième choc, c'est le choc anaphylactique. Dans le choc anaphylactique, il y a toujours une notion d'allergie ou de contact récent avec l'allergène. Soit par piqûre, marbrure absent, et par piqûre, et il y a marbrure. Pour beaucoup de cas de choc anaphylactique, les marbrures sont absents. Le choc septique est un choc. Le choc anaphylactique est un choc chaud. Il y a un début brutal évocateur avec urticaire ou édème facial, bronchospasme, dyspnée laryngée. Il y a toujours un allergène en cours pour le choc anaphylactique. Le traitement aussi, ce n'est pas la même chose. Le diagnostic étant posé, le diagnostic positif connu, on a éliminé les causes d'erreur. Nous allons rechercher les étiologies de choc septique. Et cette étiologie repose sur une enquête anamnestique, clinique et paraclinique. Sur le plan anamnestique, il faut retrouver les antécédents, rechercher à l'interrogatoire les antécédents d'immunodépression, chimiothérapie, corticothérapie au long cours. Il faut rechercher les signes fonctionnels en rapport avec les portes d'entrée. Ça, c'est clair, possible sur le plan respiratoire, sur le plan digestif, sur le plan urinaire, sur le plan neuroméningé. Il faut faire un examen clinique minutieux à la recherche de la porte d'entrée. Et la clinique, les paracliniques, c'est en rapport avec tout ce que nous venons de dire. Diapo. Quelques spécificités. Étant entendu que je suis dans un hôpital mère-enfant, j'ai fait quelques diapositives pour le sepsis, choc septique chez la femme enceinte. Diapo. Pour faire un bon diagnostic du sepsis ou du choc septique chez la femme enceinte, il faut nécessairement une collaboration entre obstétricien et réanimateur. Il faut reconnaître très tôt et très vite les signes de sepsis et de choc septique chez la femme enceinte. Il faut engager tôt une antibiothérapie empirique et il faut reconnaître les germes habituellement responsables et leur sensibilité chez la femme enceinte. Diapo. Et il y a une grosse étude qui a été réalisée et qui a fait ce résumé les pathologies susceptibles de conduire à un sepsis ou à un choc septique dans le milieu obstétrical. Chez la femme enceinte, nous avons pyélonéphrite, endométrite, choriamniotite et thrombophéblite. On a retrouvé les germes qui sont en cause et les antibiotiques sensibles. Et lorsque nous prenons pyélonéphrite, les germes, c'est E. coli avec les céphalosporines de troisième génération, très sensibles. On ne va pas tout citer ici. Choriamniotite, les streptocoques sont inversés comme germes et il faut utiliser les céphalosporines de première et de deuxième génération et thrombophlébite, streptocoque et amoxicilline, acide clavulanique et on va associer de la minoxidil. Lorsqu'ils ont eu l'allergie à la minoxidil, on peut mettre de clindamycine. Et dans cet écrit du Peu Chabonnet en France, il dit, même si vous retrouvez le germe, même si vous faites un bon remplissage, vous pouvez même faire une bonne antibiothérapie, un bon remplissage, utiliser tout ce que vous voulez, tant que vous n'allez pas recourir à un geste chirurgical qui consisterait à enlever la cause. Soit c'est un abcès pelvien ou mammaire qui est responsable de cette infection et si cet abcès est entretenu, vous pouvez utiliser tous les médicaments que vous voulez, vous n'allez pas régler le problème du sepsis et du choc septique. Donc, si c'est une rétention, si c'est une rétention de produits placentaires, il faut pouvoir vider les débris placentaires pour bien traiter le sepsis. Diapo.
De façon générale, chez la femme enceinte, il faut faire une évaluation non invasive de la volémie et de la fonction ventriculaire gauche, pas échocardiographie, pour éviter un remplissage excessif dans ces situations à haut risque d'OAP. Il faut introduire très vite les amines vasopressives et les inotropes positifs. Diapo. Quel enfant pourrait être en sepsis? Et à travers le dernier travail, le tout dernier travail qu'on a dirigé avec notre maître le professeur Zoumenou sur le sepsis, les aspects étiologiques, thérapeutiques et évolutifs chez l'enfant au SUMEL, au Centre hospitalier Mère-Enfant de la Lagune de Cotonou, nous avons pu dégager la nature des enfants qui pourront être en sepsis. Diapo. Classiquement, il y a toujours un agent pathogène. Il y a toujours l'invasion d'un agent pathogène. Ça peut être virus, bactéries, etc. Mais chez les enfants, qu'est-ce qu'on a remarqué? Très tôt, il y a une hypoperfusion périphérique et la peau est moite, froide, avec une diminution du débit urinaire et une tachycardie. Et donc, cet enfant est en sepsis. Mais rapidement, l'hypoperfusion périphérique va être responsable d'une hypoperfusion d'autres organes, entraînant une acidose métabolique et la diminution du débit urinaire qu'on avait remarqué au niveau du sepsis va être responsable d'une oligurie et d'une insuffisance rénale. L'enfant devient irritable, il y a une léthargie, coma et le choc septique est très rapide chez l'enfant avec une hypotension. Malheureusement, ni le SCOSOFA, dans ce cas, ni le QSOFA ne peut être appliqué à l'enfant. Il faut un autre SCOSOFA, pas ce qu'on a utilisé chez l'adulte, mais un autre SCOSOFA qui sera adapté à l'enfant. Et quand l'enfant fait une hypotension, avec cette irritabilité, il vous fera rapidement un arrêt cardiaque. C'est pourquoi le choc septique chez les enfants tue vite et très vite. Diapo. Alors, il y a d'autres bilans qu'on peut réaliser après avant la prise en charge, tels que ECBU, examen cytopathologique de crachat. Si vous suspectez, vous avez mis tout le traitement, ça ne répond pas. Hémoculture, qu'on ne fait pas très vite ici. Pour les syndromes méningés, il faut faire la ponction lombaire pour rechercher les possibles portes d'entrée. Et dans la littérature, on a retrouvé que les portes d'entrée, de façon classique, c'est 50% au niveau pulmonaire, au niveau hépatodigestif, 20%, au niveau urinaire, 10%. Les cathéters que nous posons, 5% environ, et au niveau méningé, 5%. Le diagnostic est connu, les causes d'erreur éliminées, les vraies causes sont connues, il faut passer au traitement du choc septique. Diapo. Quatre grands principes. Et les 4 grands principes doivent être respectés si nous voulons récupérer et diminuer le taux de mortalité lié au choc septique. D'abord, une antibiothérapie adaptée, un remplissage rapide et adéquat, l'utilisation des amines vasopressives et le traitement des défaillances d'organes. Lorsque nous prenons l'antibiothérapie adaptée, diapo, cette antibiothérapie doit être urgente. C'est une antibiothérapie souvent probabiliste, mais il faut que ça soit à large spectre. Elle doit être parentérale, mais elle doit être aussi elle doit s'appliquer en fonction du terrain, de la porte d'entrée et de l'échec de l'antibiothérapie antérieure du même malade. Et tel que nous l'avons dit dans une publication tout à l'heure, si c'est un matériel d'ostéosynthèse, il faut l'enlever d'abord avant d'appliquer l'antibiothérapie. Il faut faire l'ablation suspect. Si c'est un abcès mammaire, il faut vider l'abcès et adapter votre antibiothérapie. Au niveau remplissage, le remplissage vasculaire doit être précoce. Qu'est-ce que nous allons utiliser?
Les cristalloïdes, les colloïdes ou la transfusion. Nous allons revenir sur ça. Au niveau des amines vasopressives, quelle amine faut-il utiliser? Dopamine, dobutamine, adrénaline, noradrénaline. Mais en réanimation, lorsqu'on échoue à tout ça, on va à une ventilation mécanique. Pour le remplissage vasculaire, nous y reviendrons. Voilà. La correction du déficit volémique absolu relative est nécessaire pour prévenir une souffrance tissulaire. En général, c'est entre 20 et 40 millilitres par kilo. Mais de façon classique, nous, dans les publications que nous avons faites au niveau de notre unité, nous prenons 30 millilitres par kilo. Diapo. Mais que doit-on utiliser comme soluté de remplissage, colloïde ou cristalloïde? Diapo. Il y a cette vieille étude de Cochrane. C'est une étude de 2004. Mais aucune autre étude n'est venue contredire de façon formelle et de façon scientifique cette étude. De cette étude, nous avons retenu que lorsque vous utilisez les colloïdes ou les cristalloïdes, en matière du coût, oui, les colloïdes coûtent cher, d'accord? Mais au niveau mortalité, c'est-à-dire complications avec mortalité ou morbidité élevée, il n'y a pas de différence significative. Du point de vue pouvoir d'expansion, oui, le pouvoir d'expansion des cristalloïdes est fait 20%. Sur le plan toxicité rénale, lorsque vous utilisez les colloïdes, il y a risque de toxicité rénale qu'on n'a pas retrouvé au niveau de l'utilisation de cristalloïdes. Et les colloïdes sont anaphylactiques. Donc, il y a le risque d'anaphylaxie lorsque vous utilisez des colloïdes. Et aussi le risque des troubles d'hémostase lorsque vous utilisez des colloïdes. Le risque d'œdème aigu du poumon, oui, a été noté lorsque nous utilisons les cristalloïdes. Mais ce qu'on craint aussi au niveau des cristalloïdes, surtout lorsqu'on utilise des salés, du soluté salé, il y a une acidose hyperchlorémique qu'on a notée. Mais de façon classique, dans notre contexte, si la mortalité, il n'y a pas de différence significative, et si les risques, les complications sont plus liées au colloïdes qui a un coût élevé, nous pensons que nous pouvons utiliser les cristalloïdes chez nous. Diapo. Alors, pour le cristalloïde à la phase aiguë, aux urgences, 20 ml par kilo entre 5 à 10 minutes. Il faut titrer la réanimation liquidienne en visant 3 petites choses. La première chose, il faut viser une résolution de l'hypotension. Donc, ramener la tension à sa valeur normale et donc la pression artérielle moyenne doit être supérieure à 65 mm de mercure rapidement. Il faut améliorer le débit urinaire et donc quantifier la diurèse horaire pour voir est-ce que le remplissage répond bien. Et enfin, il faut normaliser le pouls périphérique et l'état de conscience. Certaines écoles enseignent dans la phase aiguë d'aller jusqu'à 60 millilitres par kilo, mais tout en ayant à côté votre stéthoscope pour voir si vous n'aurez pas des râles crépitants qui peuvent être responsables, qui peuvent vous signaler que vous êtes en OAP. Diapo. Et dans cet écrit intitulé « Quelle soluté de remplissage au cours du choc septique ?» cet auteur a été bien clair. Le choix entre le salé et le ringer. Et il a démontré que dans le ringer lactate, il y a 4 millilitres équivalents de lactate par litre. Et dans le salé est responsable de l'acidose hyperchlorémique. Mais si vous lisez bien cet article, elle a été claire. Elle dit à la fin, chaque école, chaque hôpital, de par les expériences, peuvent adopter cristalloïdes ou salé ou ringer. Mais dans son étude, elle a plutôt préféré le salé, le ringer lactate. Pour les amines, il faut commencer par utiliser les amines toujours après expansion volémique adéquate. Mais entre la noradrénaline, dopamine et adrénaline, quel vasopresseur est justifié pour la prise en charge du choc septique? La conférence de consensus de 1996, nous n'étions même pas médecins, avait recommandé la dopamine en première intention. Et tous nos maîtres ont utilisé dopamine.
pour la prise en charge du septique, du choc septique. Lorsqu'en 2005, il y a une conférence de consensus qui a placé la noradrénaline en première intention. Et je pense que c'est la noradrénaline que nous utilisons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Diapo. La noradrénaline est utilisée à cause de son effet alpha 1. C'est un puissant vasoconstricteur, la noradrénaline, avec une élévation de résistance vasculaire systémique, l'amélioration de la pression artérielle et une augmentation de la contractilité par le biais du récepteur bêta 1 à faible dose. Le débit cardiaque et la fréquence cardiaque restant inchangés à la postérité de 0,05 à 2 gamma kilo minute. La noradrénaline est bien indiquée dans les états de choc septique, mais aussi dans les états de choc hémorragique sévère. Nous utilisons en titration un baby noradré dans notre centre ici pour les urgences hémorragiques avec un choc hémorragique sévère. Mais l'avantage de la noradrénaline, c'est que lorsque vous utilisez à la dose de 0,05 à 1 gamma kilo, vous stimulez plus les bêta 1, c'est bien. De 1,5 à 3, c'est les alpha 1 avec son puissant rôle vasoconstricteur. Mais lorsque vous dépassez 3 jusqu'à 4 microgrammes par kilo, il y a un risque de vasoconstriction excessive et ça entraîne, diapo suivant, ça entraîne bien une ischémie splenchino-mésentérique. Et dans ce papier, sur quel agent vasopresseur utilisé au cours du choc septique, l'auteur a été un peu plus clair. Lorsque vous utilisez la noradrénaline seule et que vous utilisez mal, jusqu'à 4 microgrammes par kilo minute, le risque d'une ischémie splenchino-mésentérique est élevé. Mais il dit dans ce cas, lorsque vous constatez qu'il y a une défaillance cardiaque, il faut rapidement, en plus de cette ischémie, il faut rapidement associer la dobutamine. Du coup, cette étude a montré que la jonction de la noradrénaline plus dobutamine qui est conseillée lors d'une défaillance cardiaque, lors d'une ischémie mésentérique, est supérieure dans la prise en charge du choc septique en ce qui concerne l'utilisation des amines vasopresseurs par rapport à la noradrénaline seule. Diapo. Et donc, en pédiatrie, il faut préférer baby noradré. Baby noradré est proposé chez les enfants vasoplégiques lorsque nous prenons le choc septique chez les enfants. Et baby noradré, nous avons proposé ici, sur cette diapositive, comment reconditionner à partir de 100 cc de soluté baby noradré. Mais tout récemment, notre unité a proposé, parce qu'on n'a pas de pousse électrique dans tous nos hôpitaux, or on doit traiter le choc septique. Notre unité a proposé une méthode simple pour baby noradré à partir de 500 cc et une ampoule de noradré en nous référant au nombre de gouttes par minute, et ce qui correspond aussi à baby noradré lorsque vous utilisez cette méthode. Diapo. Mais malgré cette large connaissance de la physiopathologie, du diagnostic, du traitement, d'autres problèmes persistent. C'est, doit-on utiliser des corticoïdes chez les patients septiques ou quand est-ce qu'il faut les transfuser? Diapo. L'hémisuccinate d'hydrocortisone et choc septique. L'hémisuccinate a été proposé par Jean Vincent, le livre que nous avons montré tout à l'heure au niveau de la physiopathologie. Et il faut l'utiliser, selon Vincent, il faut l'utiliser après le test de Synatène qui va montrer vraiment qu'il y a une insuffisance surrénalienne. Là encore, deux thèses s'affrontent. Pour le Belge, il faut faire le test de Synatène pour dire vraiment qu'il y a insuffisance surrénalienne avant d'utiliser les corticoïdes. Alors que pour Didier Payen, qui est français, devant choc septique, et que lui croit qu'il y a déjà une insuffisance surrénalienne. Et là,
Nous, ici à Cotonou, après les études que nous avons faites, on lui donne raison. Parce que les chocs septiques que nous recevons, c'est à l'étape d'une atteinte multiviscérale, donc surrénale, tout. Et donc, il est conseillé d'utiliser les corticoïdes. Diapo. Et faut-il toujours utiliser les corticoïdes dans le choc septique? Dans cet écrit, on a proposé l'hémisuccinate d'hydrocortisone en IV, qui est réservé aux patients en choc septique dont la pression artérielle est améliorée par l'expansion volémique et vasopresseur. Mais dans notre contexte, je pense qu'il faut, comme l'a dit l'un de nos maîtres, le professeur Akemo, pour ne pas le citer, il faut agresser le choc septique. Je pense qu'en plus du remplissage, en plus des drogues vasopresseurs, il faut administrer rapidement les corticoïdes. Diapo. Et cette étude, c'est une série d'études, 6 études randomisées, double aveugle, contrôlées contre placebo. Ces études ont montré clairement le bénéfice des corticoïdes. Dans beaucoup de livres, on va vous proposer 200 à 300 mg d'hémisuccinate d'hydrocortisone, mais dans cette étude, on a fait seulement 100 mg pendant 3 jours versus placebo pendant 5 jours. Mais on a remarqué non seulement qu'il y a un sevrage précoce des drogues vasopressives, mais aussi il y a une diminution de 31% de mortalité et donc montrer ainsi le bénéfice des corticoïdes dans le choc septique. Diapo. Faut-il transfuser? Oui. Parce que sur le plan hématologique, on peut avoir une hypoplaquétose et donc responsable d'une coagulation intravasculaire disséminée. Mais quand est-ce qu'il faut transfuser? On ne transfuse pas le chiffre. Il faut transfuser l'état clinique. Lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 7, avec les signes de décompensation, il faut préférer les concentrés érythrocytaires à la postologie de 20 ml par kilo. Lorsqu'il y a trop de coagulation avec le taux de prothrombine inférieur à 40%, il faut préférer les plasmas frais congelés à postologie de 10 ml par kilo. Et lorsque vous avez une hypoplaquétose sévère inférieure à 50 giga par litre, il faut demander les concentrés plaquettaires 15 ml par kilo. Diapo. Qu'est-ce que nous allons retenir? D'abord, le choc septique, c'est la forme la plus grave de l'infection. C'est une urgence thérapeutique. La pathologie est complexe. Le diagnostic est posé s'il y a infection avec SOFA supérieur à 2. Et dans le contexte d'urgence au SAMU, vous pouvez faire recours au QSOFA. Diapo. La vasoplégie artérielle et veineuse demeure l'élément prépondérant. Il faut craindre ça. Le remplissage vasculaire et l'usage précoce du vasopresseur corrige la vasoplégie. Mais dans tous les cas, le traitement est celui de son étiologie. Diapo. La prise en charge du septique et du choc septique reste un défi pour nous tous. Que vous soyez en Afrique ou en Europe, c'est un défi. C'est un domaine de recherche et ce domaine de recherche est en constante évolution. Et ça nécessite une collaboration multidisciplinaire. Et cette collaboration multidisciplinaire, c'est le radiologue, le biologiste, l'anesthésiste réanimateur, même le médecin généraliste. Il y a un nouvel espoir. Le nouvel espoir, c'est l'utilisation des immunomodulateurs qu'on n'a pas encore divulgués. Les dernières recommandations proposent ça. Mais lorsqu'on va adopter les immunomodulateurs, je pense qu'on va diminuer de façon significative la mortalité liée au choc septique. Il y a une place prépondérante pour les lactates qui participent à la définition. En conclusion, je retiens cet algorithme. Devant le choc septique, vous faites votre première expansion volémique, c'est-à-dire 30 ml par kilo de ringer lactate. Vous attendez 30 minutes à 1 heure de temps après. Si la tension ne s'améliore pas, si la pression artérielle moyenne ne s'améliore pas du tout, vous reprenez la deuxième expansion volémique à la même postologie. Mais si malgré la deuxième expansion volémique, il n'y a pas amélioration, il faut aller directement à l'amine vasopressive. Et ce qui est recommandé, c'est la noradrée, 0,05 gamma à 2 gamma kilo minute. Et si malgré ça,
la noradrée, étudiant de la noradrée, vous voyez que 20 à 30 minutes, il n'y a toujours pas d'amélioration au niveau hémodynamique. Il faut mettre un coup de sonde. Le coqueur, au minimum. C'est pourquoi tout réanimateur doit savoir manipuler aujourd'hui, au moins pour vérifier les cavités cardiaques, si elles sont bien remplies, si vous êtes efficace par rapport à votre remplissage. Si vous, après, les coqueurs, il y a toujours personne d'hypovolémie, il y a défaillance, vous retrouvez une défaillance myocardique où la vasoplégie persiste. Il faut continuer le remplissage. Il faut associer, lorsque vous avez une défaillance myocardique, il faut associer de la dobutamine et associer, pour gérer la vasoplégie, associer la noradrénaline. Diapo. Voici, mesdames et messieurs, notre petite expérience que nous avons voulu partager avec vous par rapport à la prise en charge du sepsis et du choc septique. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, professeur. Comme je l'avais dit à l'entame de cette communication, il s'agira certainement d'une communication très passionnée sur le choc septique et je pense que c'est ce à quoi nous avons eu droit. Nous allons passer rapidement donc à la deuxième phase de notre séance de ce matin. Il s'agit de la phase des questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, il vous suffira de lever la main. Je vais vous donner la parole. Vous allez bien vouloir vous présenter. Nom, prénom, vous venez de quel pays et vous irez directement, s'il vous plaît, à vos préoccupations. Je vais commencer par Dr Basinga. Oui, docteur Basenga. Bonjour, cher maître. Bonjour, cher organisateur. Je suis Basenga Kevin et je suis médecin, résident en médecine d'urgence à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Maintenant, et de prime abord, nous remercions notre maître pour cette brillante présentation. Nous avons encore révisé à nouveau sur le sepsis et le choc septique. Maintenant, notre intervention va se porter essentiellement sur un aspect de la définition même du sepsis. En fait, dans les définitions, on a toujours tendance à voir que le sepsis est plus lié à une infection virale ou bactérienne. Maintenant, qu'en est-il de l'infestation parasitaire? Généralement, en cas d'infection et en cas d'atteinte par les parasites, on utilise la terminologie infestation. Maintenant, est-ce que ces infestations peuvent engendrer des chocs septiques? Et maintenant, l'attitude thérapeutique qu'on devrait avoir dans ce cas de figure. Voilà, c'est essentiellement la préoccupation qui nous taraudait l'esprit depuis belle lurette, que nous voulions que notre maître nous éclaircisse si possible. Merci aux organisateurs, merci à notre maître. Merci à vous, docteur Bassanga. J'aimerais demander au professeur si vous aimeriez répondre directement ou, comme d'habitude, nous faisons la vague de 5 personnes et après vous répondez. Oui, je pense qu'on peut prendre 5 personnes et puis on passe aux différentes réponses. Hein. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Nous allons donner la parole à Monsieur Moussa Senoussi. Moussa. Là, je ne reçois pas. Hein. Oui, moi aussi. Nous avons un peu du mal à vous recevoir, Monsieur Moussa. Est-ce que vous pourriez un peu augmenter? Ça craque toujours. Ce que je vais vous conseiller, vous pouvez peut-être laisser le message dans le chat et puis vous pouvez faire votre présentation, poser votre question. Et moi, je vais la lire pour vous à la fin. Donc, je vais donner la parole en attendant à Dr Matin. Bonjour, Dr Matin. J'espère que vous m'entendez.
Docteur Kadikoulou Martin. Kadikoulou Martin. Bonjour. Oui, justement. Bonjour, madame. Bonjour, professeur Joseph. C'est comme Bonjour. vous l'avez dit, je m'appelle docteur Kadikoulou Martin. Je vous suis à partir de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Et je m'en vais d'abord vous remercier pour ce sujet que j'attendais depuis que j'avais reçu le message. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention et je vous en remercie. Vous avez abordé la plupart des préoccupations que j'avais, mais j'aimerais revenir sur une d'entre elles. C'est sur l'utilisation des corticoïdes et en particulier les mi-succinate d'hydrocortisone. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'en dehors de l'hémi-succinate d'hydrocortisone, est-ce qu'on ne peut pas utiliser un autre corticoïde? Ça, c'est la sous-question A. Et puis B, la durée, est-ce que vous pouvez me préciser la durée d'administration, de l'utilisation du corticoïde? Allô? Oui, on je reçoit vous reçois, docteur monsieur. Martin. Voilà un peu mes petites préoccupations et je vous remercie. Merci à vous, docteur. Je vais passer la parole à présent à docteur Asenoué, je pense. J'espère bien que j'ai prononcé correctement. C'est assez noué. Ok, merci madame, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, je suis docteur docteur. Asenoué, je suis le docteur Asenoué, je suis en réanimation chirurgicale au CHU Kara, qui est à 400 km de la capitale Lomé au Togo. Je précise cela parce que ma question va porter sur les contraintes qu'on vit tous les jours. Je vais résumer ma gratitude en disant simplement merci au professeur Akodjenou. Je voulais partager un peu mon expérience et demander son avis par rapport à notre pratique. Nous, on reçoit souvent les chocs septiques en réanimation chirurgicale. Le plus souvent, c'est dans les fasciites nécrosantes des membres, les gangrènes de Fournier. Et ces patients, on les récupère souvent des urgences sans les premiers soins. C'est-à-dire que c'est des patients qui arrivent souvent, soit ils sont en train de gaspiller, voilà, ou bien c'est qu'il n'y a même plus de pouls périphériques. Voilà. C'est par rapport à la prise en charge, l'algorithme qui nous a proposé. Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit ce genre de patients? On demande à l'interne de commencer à mettre de l'adrénaline dans un soluté. Parce que sinon, le patient il n'arriverait pas en réanimation vivant. Donc, on commence par l'adré pour maintenir le patient en vie avant que la noradrénaline ne prenne au bout de 30 minutes environ. Et avant de faire plutôt le remplissage. C'est lorsqu'on aura fini au moins 1 litre de remplissage avec du sérum salé, qu'on commence à diminuer l'adrénaline pour s'assurer si notre remplissage a pris ou pas, avant de suivre l'algorithme que vous nous avez proposé. Parce que si on veut commencer à attendre de faire le remplissage 1 litre environ, avant de penser aux amines vasopressives, on perd pas mal de patients. Voilà, c'est ma petite expérience. Je voulais voir si vous avez eu ces contraintes voilà, et quel est votre point de vue dessus. Merci beaucoup. D'accord, merci à Céline. Merci à vous, docteur. Je pense que je vais laisser la parole à docteur Aristide. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur Aristide. Oui, bonjour, merci madame. Merci aux organisateurs. Bonjour au professeur Akodjenou, cher maître. Bonjour à tous mes maîtres ici présents. En l'occurrence au professeur Zoumenou. Je suis le docteur Kuchet Aristide. Je suis médecin anesthésiste réanimateur et je vous suis depuis le Cameroun, dans la ville de Garoua. C'est au nord du Cameroun. Alors, ma question portait sur l'antibiothérapie probabiliste qui doit se faire de façon précoce, comme l'a été présenté par notre maître. Compte tenu de nos environnements, avec les difficultés qu'on a en rapport avec les diagnostics bactériologiques, parce que beaucoup de patients n'ont pas les moyens quand on demande plein d'hémoculture. Bref, on a du mal à avoir les diagnostics bactériologiques quand on a des malades qui viennent en sepsis ou bien en choc septique.
à quel moment, lorsqu'on a initié l'antibiothérapie, il faudrait se remettre en question sur le choix des antibiotiques qu'on a fait. À quel moment est-ce qu'il faut penser à switcher? Lorsque nous étions en formation, on nous disait au bout de 72 heures, il faut réévaluer notre antibiothérapie. Donc, est-ce qu'il faut toujours procéder ainsi, quelle que soit l'évolution clinique du malade? Est-ce que très tôt, au bout de 24-48 heures, il faut se remettre en question et prendre des décisions thérapeutiques quant au choix des antibiotiques qu'on utilise? Donc, c'était principalement ma question. Les autres questions ont été abordées concernant les corticoïdes. Est-ce que c'est juste les mycicinet hydrocortisone? Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Merci, docteur docteur. Philippe. Je vois docteur Moussa qui a la main levée. Je vais vous redonner une fois encore la parole, espérant que vos problèmes techniques se sont améliorés. Docteur Moussa, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Moussa. Ah là, on ne le reçoit pas toujours pas. Oui. Docteur Moussa, vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter dans la messagerie, dans la discussion, et vous poser votre préoccupation. Parce qu'on a vraiment du mal à vous recevoir. Je pense que je vais prendre la dernière personne en attente. Je lis ATF Mamad. Je ne sais pas trop si la personne Allô, se reconnaît. allô, allô, Voilà, bonjour. Oui, allô, bonjour. oui. Oui, bonjour. Alors, je me présente, moi, c'est le docteur Abdoulaye Touré. Je suis médecin anesthésiste réanimateur en République de Guinée. Et je me suis présentement depuis la France. Alors, je vais commencer par remercier les organisateurs pour le choix de ce thème, qui est une préoccupation pour nous tous, d'ailleurs. Et je remercie également notre cher maître pour la présentation vraiment bien éclairée du sujet. Alors, ma question va s'articuler sur deux points. Et la première, c'est par rapport à la corticothérapie. Et, quelle durée, la durée de cette corticothérapie? Et j'ai vu qu'il a présenté deux sujets versus belges et français. Les français, ils commencent un peu tôt. Et moi, dans ma pratique chez moi, je suis beaucoup plus belge puisque nous n'avons pas vraiment, euh, comme le docteur Aristide a dit, nous sommes avec des populations à revenus faibles. Les explorations mettent du temps pour qu'on puisse prendre ces décisions. Alors, si nous optons pour vraiment la méthode française, commencer aussitôt, quelle est la durée de cette corticothérapie? Alors, la deuxième question, le docteur Aristide l'a posée tout à l'heure. Et la plupart du temps, les pays africains ont tous en commun cette prise de d'antibiothérapie précoce à tout moment. Chez moi, encore sans pour autant dénigrer ma structure. La prise d'antibiothérapie est vraiment pas vraiment bien codifiée. La plupart des malades en sepsis que nous recevons en réanimation, ils sont déjà depuis en périphérie sur un C3G. Dans ces cas de figure, pour quelle antibiothérapie on pourrait vraiment adopter pour vraiment gérer le choc septique que nous avons? Et une fois de plus, je vous remercie les organisateurs et je remercie notre cher maître. Merci. Merci à vous, docteur. Professeur, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez donner des éléments de réponse aux différentes questions qui ont été posées. Et puis après, je vais lire les questions qui ont été laissées dans la messagerie. Merci. Ok. Merci beaucoup, docteur Fassinou. Vous dirigez bien votre séance. La première question, c'est celle de Azenga, d'Abobo Dioulasso. Votre préoccupation est tout à fait justifiée, hein, parce que quand vous lisez tous les documents, on s'intéresse plus au virus et aux bactéries. Hein.
Mais pour les parasites, on parle d'infestation, comme vous l'avez dit. Mais dans la plupart des temps, c'est rare de voir les parasites évoluer de façon classique, comme vous voyez au niveau des virus ou au niveau des bactéries, évoluer vers un choc septique parce on les déteste tôt. Et si c'est des parasites, bon, on a beaucoup de médicaments par rapport à ça. Et la forme injectable, c'est même pas courant. Et donc, on déteste un peu plus tôt si c'est les parasites. Donc, pour ça, pour ce que je sais de notre expérience, les infections virales et bactériennes sont en tête, les parasites viennent après, et puis pour les parasites, on peut rapidement les détecter et prendre en charge et de peur que ça évolue vers le choc septique. C'est pourquoi si vous contactez, vous lisez presque tous les documents, on s'attache sur champignons, virus et bactéries. Moussa n'a pas pu faire passer sa question, Martin non plus. Docteur Caligula du Congo, Martin. L'utilisation des corticoïdes, et la question là est revenue plusieurs fois. Vous avez demandé en dehors des mucicinate, peut-on utiliser un autre? Nous, on n'a pas de mucicinate ici. Mais moi, j'utilise du Solumédrol. Dans l'étude que nous avons faite au CHUMEL, on a utilisé du Solumédrol à posologie de 1 à 2 mg par kilo, comme c'est chez les enfants. Mais chez les adultes, on peut aller jusqu'à 20 à 30 mg à 30 mg de Solumédrol qu'on a utilisé et précocement d'ailleurs comme les Français, parce qu'on n'a pas le temps. Je profite pour répondre à la question d'Abdoulaye Touré, du docteur Abdoulaye Touré. On n'a pas le choisi ou non corticoïdes ou d'emblée, on se dit qu'il y a une atteinte des glandes surrénales, il faut aller avec il faut faire une corticothérapie. Certes, les études qu'on a faites il y a 10 ans, sur la prévalence, on a eu compté les dossiers, on a eu beaucoup de problèmes, on n'a pas utilisé de noradrénaline, on n'a pas utilisé, la noradrénaline a été utilisée chez un seul patient, corticoïde, pas du tout, mais les récentes prises en charge, nous utilisons de Solumédrol parce qu'on n'a pas de mucicinate. Donc, on peut bien utiliser d'autres corticoïdes. Maintenant, c'est de voir est-ce qu'il y a une étude qui peut comparer l'efficacité des mucicinates et de Solumédrol dans ce cas. C'est à voir. On n'a pas encore fait une telle étude. Le docteur Assinoué, merci docteur Assinoué pour depuis là-bas, vous avez suivi la présentation. Première chose, il faut faire tout simultanément. Et c'est exactement ce que vous avez décrit. On a ça au Bénin. Il n'y a même pas on ne peut pas fuir ça. Les fasciites nécrosantes, abcès, tout ça, infection de matériel d'ostéosynthèse. Il faut, dès les urgences, nous avons dit, il faut lever. Il faut enlever le matériel. Et du coup, c'est directement au bloc. Vous prenez 2 voies veineuses, remplissage, tout en même temps, vous allez au bloc. C'est à prendre ou à laisser. Parce que si vous ne prenez pas, vous risquez de perdre le malade, mais vous lui donnez une petite chance en mettant 2 voies veineuses. Le remplissage commence en même temps, si possible. Si vous avez de drogues vasopressives, vous mettez en même temps et vous demandez au chirurgien d'enlever votre gangrène et puis vous donnez une petite chance à votre malade. On va directement au bloc. On va directement au bloc. Il n'y a même pas de réflexion sur ça. Parce que ici, bon, on demande, vous commencez la réa préopératoire. Vous l'avez vu en même temps, vous commencez la réa préopératoire avec 2 voies veineuses, avec remplissage, avec noradré et on la pousse. Vous poussez votre malade directement au bloc, le chirurgien est averti. Si vous tardez un peu tôt, le taux de mortalité, comme je l'ai dit dans votre étude à Lomé, on a eu le même taux de mortalité. Voilà ce que je vois par rapport aux contraintes. Et puis, on a les mêmes contraintes. Docteur Aristide, oui. Non, c'est la bactériologie. Nous, au moment de TES, c'est la même chose. Hein.
pour prélever, on n'avait même pas de bactériaux, c'était l'antibiothérapie probabiliste. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut arrêter, est-ce qu'il faut continuer, ça ne répond pas. Le malade chauffe toujours, à quel moment il faut réévaluer. On met un septri pendant le professeur Agabon nous disait d'agresser le choc septique. On faisait tout ça là, on perdait nos malades. Maintenant, les choses changent petitement. On peut, 48 heures après, faire l'hémoculture, prélever pour la bactério, faire l'hémoculture, antibiogramme et voir dans quelle mesure on peut changer notre antibiotique. Donc, je pense que dans les 48 premières heures, si vraiment, avec un bon remplissage, la noradré et puis l'antibiothérapie probabiliste, il n'y a pas de réponse dans les 48 à 72 heures qui suivent. Il faut faire la bactério et changer l'antibiotique. Le docteur Abdoulaye Touré, merci docteur Abdoulaye Touré, mais le problème de la corticothérapie, oui, et comme j'ai dit, Jean-Vincent et Didier Payen pour avoir suivi ses présentations à Libreville et en France 2 fois, je l'ai suivi 2 fois, il est même mordu de choc septique, il a été clair, on ne fait pas chez lui du test du Zinatem. Et il commence très tôt, et que ce soit à Lille ou à Clermont, pour parler de ces 2 hôpitaux, on commence très tôt la prise en charge par la corticothérapie. Mais la durée, la durée, vous savez qu'on ne peut pas faire une corticothérapie à long cours. Ça donne toutes les conséquences que vous connaissez, hyperglycémie, si c'est un diabétique, ça se complique d'autre manière. Et donc, pour les cas que j'ai vus, pas ce que j'ai lu, pour ce que j'ai vu, 1 semaine après, ils arrêtent la corticothérapie. Je pense qu'on ne peut pas dépasser 1 semaine. Toutefois, peut dire autre chose, mais je crois qu'on peut faire pendant 1 semaine. L'autre alternative, c'est en dehors de Solimedrol, il y a l'autre catégorie qui est moins chère ici, c'est dexaméthasone. Dexaméthasone peut être utilisé. Allô, monsieur le conférencier, il faut bien orienter votre caméra. On ne vous voit pas. Je vous en prie, merci aussi de patienter que le professeur finisse de répondre aux questions et puis après, voilà, on pourra interagir avec lui. Donc, on a l'utilisation, on peut utiliser des dexaméthasone à la portion de 0,15 mg kg et pendant 6 à 7 jours, et comme Solimedrol. Et puis, l'antibiothérapie nous continue très bien. C'est un problème récurrent et on a ça dans toute l'Afrique. Je pense qu'en 2021, il y a le réseau d'infectiologie de l'Afrique. On était à Marrakech. On a réfléchi pendant 1 semaine sur l'utilisation de l'antibiotique en Afrique. Franchement, c'est un problème global, c'est un problème entier. Et les C3G, ceftriaxone que nous utilisons, c'est pipi de chat, ça ne fait rien aux malades. Et donc, le docteur Touré a bien fait de revenir sur ce problème. Et si on est en périphérie, c'est compliqué d'utiliser. Et c'est C3G qu'on connaît, et ceftriaxone on connaît, on ne connaît pas autre chose. Je pense qu'il faut qu'on change les choses autrement. Et quel antibiotique peut-on utiliser? Il faut faire rapidement, dans les 72 heures, l'antibiogramme et l'hémoculture et l'antibiogramme est adapté selon les gemmes qu'on a, les gemmes qu'on a retrouvées et l'antibiotique correspondant à ces gemmes pour la prise en charge du choc septique, si nous voulons vraiment récupérer nos malades du sepsis et du choc septique. Je crois avoir brossé rapidement toutes les questions. S'il y a des apports, je pense que j'ai entendu le nom du professeur Gwenou qui est chez nous retraité. On peut toutefois continuer à discuter. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, professeur. Mais en attendant, je pense qu'il y a quelques questions dans le chat. Je vais les lire tout haut pour que puissiez y répondre. Quelqu'un a demandé dans la cotation du SOFA, il arrive parfois qu'on utilise à la fois la dopamine et la noradrénaline. J'aimerais savoir, dans ce cas, combien devons-nous coter le calcul de notre SOFA? Ça, c'est la première question. Je vais aller tout doucement. Non, l'ancienne école a utilisé dopamine. Franchement, et c'est ça l'insuffisance du score SOFA. Quand vous utilisez dopamine et noradrénaline,
moi, jusque-là, je n'ai jamais utilisé dopamine et noradrénaline parce que dopamine, c'est fini depuis 1996. Dès qu'on a la conférence de consensus a adopté la noradrénaline depuis 2005. Nous, on a commencé par on utilise la noradrénaline. C'est rare qu'on associe dopamine à la noradrénaline. On associe plutôt dobutamine à la noradrénaline. Et si dobutamine est associé à la noradrénaline, nous sommes autour de 3. C'est côté 3. D'accord, professeur. D'accord. Quelqu'un a mis « Bonjour, professeur, je suis Arsène Araba, ingénieur en biotechnologie. Merci pour votre présentation que j'ai eu le plaisir de suivre depuis la France. Une question relative aux tests biologiques. Par rapport aux tests courants et non spécifiques réalisés actuellement, la possibilité de réalisation d'une hémoculture systématique aiderait-elle dans la prise en charge du cas de choc septique? Est-ce que ça doit être un enjeu de la rendre systématique dans le protocole de soins? Voilà la préoccupation de la personne. Non, de façon classique, si le malade vient, nous, on n'a pas l'habitude de faire l'hémoculture en même temps. Ça, c'est clair. On n'a pas l'habitude de faire l'hémoculture en même temps. On commence toujours par une antibiothérapie probabiliste. C'est lorsque dans les 48-72 heures, il y a échec, on fait recours à l'hémoculture. Bon, je sais qu'il est en France. Quand les gens viennent, ils ont pris par... ils viennent directement. Ici, on ne prend pas beaucoup de chemin avant de venir chez nous. Mais théoriquement, ce qui devait être bien, si c'est le SAMU qui amène et que les collègues du SAMU ont dit que c'est sepsis, je pense qu'à l'entrée, on doit faire le diagnostic est connu. On sait que, bon, il vient de tel hôpital périphérique ou de tel centre périphérique, le traitement est échoué là-bas. Normalement, quand il vient aux urgences du CNHU, par exemple, il faut prélever tout en même temps et commencer le traitement. On peut commencer l'antibiothérapie probabiliste. Si dans la journée, on peut avoir le résultat de l'hémoculture, tant mieux. Mais dans le cas contraire, nous, on ne fait pas, on fait probabiliste d'abord et ça fait partie des choses qu'on doit corriger. D'accord. Quelqu'un a mis dans le chat, mais bonjour, la plupart de mes questions ont été prises en compte, mais je souhaiterais que notre maître nous dise à quel moment conclure à un choc irréversible et envisager une décision éthique. Et envisager quoi? Une décision éthique. Je ne sais pas si la personne a envie de parler de limitation thérapeutique. Ah, ouais, c'est ce que j'ai compris. Si c'est limitation thérapeutique, oui. Bon. Oui, le choc irréversible. Et quand je me repère au cours du professeur Soumenou pour la physiopathologie du choc hypovolémique qu'on peut utiliser ici, donc choc compensé, choc irréversible, c'est que tous les organes sont atteints. C'est une atteinte multiviscérale, pas de réponse au traitement. Et même après l'hémoculture, si vous faites, il n'y a pas de réponse, le patient est resté en coma avec atteinte de tous les organes, je pense que le choc est irréversible. Dans ce cas. Maintenant, si c'est ça, les maîtres ont l'habitude de dire pas d'acharnement thérapeutique et vous l'observez. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Limitation thérapeutique, dans ce cas, peut être justifiée. Si vous êtes en face d'un choc irréversible. Bon, je pense qu'à la fin de la lecture des questions, je vais donner la parole à Dr Abdoulaye qui pourra peut-être mieux préciser ce qu'il voulait entendre par envisager une décision éthique. À la suite, quelqu'un a mis, je suis le docteur Claude, médecin infectiologue. Effectivement, les parasites peuvent être une étiologie de choc septique. Elle ne sera pas la première cause, évidemment, mais ça peut arriver, exemple d'une toxoplasmose disséminée où sa prise en charge n'est pas évidente. La neurocystécose, c'est à cause, je pense. Merci. Je pense, après ça, quelqu'un a mis, est-ce que quelqu'un a l'expérience de la désaméthasone dans la gestion du choc septique? Car parfois, à cause du coût du Solumédrol, le Solumédrol n'est pas disponible. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant que je ne continue. Non, personnellement, d'hexaméthasone, moi, je ne l'ai jamais utilisé. Il y a les collègues qui ont décrit ça. J'utilise Solumédrol parce qu'on n'a pas hémicicinate. J'utilise d'hexaméthasone pour autre chose. Je peux l'utiliser pour la prévention des vomissements
post-opératoire, je peux l'utiliser pour le purgite, mais je n'utilise pas pour le choc septique. Je préfère plutôt Sol-Omedrol. Donc, je n'ai pas assez d'expérience par rapport à l'utilisation de dexaméthasone. Certes, son coût est faible, ça coûte moins cher par rapport à Sol-Omedrol, mais en dehors de multicinate, la littérature a décrit Sol-Omedrol, donc je n'utilise pas de dexaméthasone. D'accord. Il y a docteur, je pense, Aristide, autant pour moi. Dans ma pratique, je pars très souvent, je pense, c'est ce qu'il voulait écrire, je pars très souvent dans le nord. Ce que nous faisons, c'est de mettre 100 mg d'adrénaline dans 500 cc de salé après un échec de remplissage afin de maintenir une hémodynamie. Qu'en pensez-vous? Oui, mais les vasopresseurs aussi, on avait utilisé pendant des années l'adrénaline. Hein. Et je pense que ma dernière présentation, je disais, pour avoir une ampoule de Noradré, au moment où on était du S, il faut partir à l'HCA, au centre, enfin à l'hôpital du camp, négocier avec un maître pour avoir une ampoule bon, qui était suivie de chat, mais on utilisait de l'adrénaline. Hein. Mais est-ce que c'est ça qui est recommandé? C'est là le problème. Voilà. Donc, en fait, je pense que la préoccupation de la personne est de savoir est-ce qu'il faut continuer avec cette méthode ou est-ce qu'il faut passer à la recommandation qu'est la noradrénaline, en fait. Je pense qu'il faut demander aux autorités, il faut demander à l'hôpital de mettre à la disposition la noradrénaline. Comme c'est ça qui est maintenant recommandé, oui, dans le cas extrême, pour maintenir l'hémodynamie, il peut utiliser l'adrénaline. Mais le alpha-1 qu'on recherche au niveau de la noradrénaline, on ne peut pas l'avoir au niveau de l'adrénaline. Donc, on peut demander et exiger que, parce que nous avons beaucoup de cas de sepsis, de choc septique, est-ce qu'on ne peut pas avoir la noradrénaline à la disposition? Parfois, les gens comprennent, les directeurs des hôpitaux comprennent. Donc, mais à défaut, bon, il peut faire, s'il a un résultat concluant, c'est bon, mais dans le cas contraire, je pense que le résultat est aussi mitigé lorsqu'on utilise de l'adrénaline seule. Il faut exiger une noradrénaline de vitamine. D'accord. Monsieur Moussa a finalement écrit dans la messagerie. Bonjour, le lactate, élément qui fait partie de la définition. Comment expliquer leur augmentation en cas de choc septique? Première question. Comment utiliser les amines vasoactifs chez l'enfant et les adultes s'il n'en a pas une seringue électrique? Et il continue, le maître a parlé de la radiographie pulmonaire à la recherche d'un syndrome alvéolaire. C'est en faveur ou en défaveur du choc septique? Donc, en gros, il a 3 questions. Comment vous expliquer que les lactates sont augmentés? La deuxième des questions, c'est comment utiliser les amines vasoactives, aussi bien chez l'adulte, chez l'enfant, en absence pour seringue électrique. Et pour finir, la radiographie pulmonaire à la recherche du syndrome alvéolaire est-elle en faveur ou défaveur du choc septique? La radiographie pulmonaire, je commence par sa dernière préoccupation. La radiographie pulmonaire est bien en faveur du choc septique. C'est à la recherche de la porte d'entrée. Donc, il faut la réaliser. Il faut insister pour dire que vous recherchez un syndrome alvéolaire ou un syndrome interstitiel. Parce que vous recherchez une porte d'entrée. D'accord? La deuxième question, l'augmentation de lactate, c'est une question physiopathologique et c'est complexe. Parce que dans le livre de Jean-Louis Vincent, oui, je me rappelle de ce nom, de Jean-Louis Vincent, il a décrit parce qu'il y a les cytokines qui sont élevées dans un premier temps. J'ai oublié exactement le mécanisme, mais c'est sur le plan physiopathologique que les lactates sont augmentés, sont déversés dans le sang et puis c'est les cellules pro-inflammatoires et les cellules inflammatoires qui libèrent ces lactates au cours du sepsis vers le choc septique.
Il y a une autre question, je n'ai pas bien Je noté. pense que sa dernière question a un rapport avec la dilution. Parce que en absence de pouce Ah ouais, la électrique, dilution. il se demande comment est-ce qu'on peut utiliser les amines vasoactives. Je pense que vous avez fait un point d'honneur sur la noradrénaline en Oui, absence de pouce. Voilà. Donc, je pense qu'il parle un oui, peu plus de la dilution. c'est de la Je vais vous dilution. laisser. Oui, oui, on vient de faire ça tout récemment dans notre unité. Et c'est même le professeur de nous qui avait proposé à un US qui a présenté et qui, moi, j'utilise pour sérin électrique, mais je pense que cette méthode aussi est bien. On prend une ampoule de la noradré, on met dans 500 cc et je pense que c'est une goutte. On fait 20 gouttes par minute. Je n'ai pas exactement le chiffre en tête. Et bon, malheureusement, il n'est pas sur ça. Donc, on fait 20 gouttes par minute qui correspond à 5 microgrammes par kilo par minute. Je vais rechercher ça. Je pense que on l'a fait tout ça, fait même pas une semaine et on l'a envoyé dans une boîte, dans mon boîte mail. Je crois on peut jongler de cette façon, mais il faut faire beaucoup attention. Quand c'est vous-même qui avez fait ça, c'est bon, mais quand vous laissez ça à un infirmier, on peut ne pas bien compter les gouttes et puis ça va faire monter la tension ou bien causer. Puis si vous dépassez 4 microgrammes par kilo par minute, vous allez ischémier les mésentères et ce serait dangereux. Donc, le plus important aujourd'hui, en 2023, c'est d'avoir les poussées électriques. Le calcul est simple. Vous mettez dans la pousse électrique du bilan tel qu'on a expliqué. Mais lorsque vous n'avez pas ça, je pense que l'alternative, c'est ce que les DS de Cotonou ont proposé la fois passée, une ampoule dans 500 cc et 20 gouttes par minute. D'accord. Je ne sais pas si vous permettez, peut-être que je pourrais essayer de parler de de la dilution que le professeur nous a appris. Je Voilà. pense que une ampoule de noix ça fait 8 mg. Oui, 8 Donc, mg dans 4 cc. vous mettez, ça dépend de la dilution que vous voulez utiliser. Soit vous mettez l'ampoule en entièreté dans un sérum glucosé 100% 500 cc et vous avez là une dilution de 16 gamma par cc. Soit vous mettez demi-ampoule, 4 mg dans le soluté de 500 cc et vous êtes à 8 microgrammes par cc. Soit vous mettez genre 8 gamma par cc, soit vous mettez demi-ampoule dans 400 cc de soluté et là, vous avez une dilution de 10 gamma par cc. Et nous avons opté pour la dilution de 8 gamma cc en obstétrique et la dilution de 16 gamma cc de façon classique. Ça, c'est les dilutions quand vous n'avez pas de pousse-seringue électrique. Et bien évidemment, il faut calculer la dose, la posologie par rapport au poids de votre malade avant même je pense, de débuter. Maintenant, on avait pris par exemple un patient qui pesait 80 kilos. On a pris la posologie de 1 gamma par kilo par minute. Et donc, ce malade se retrouvait à 80 gamma par minute. Et quand on prend la dilution de 16 gamma par cc, ce malade doit être en fait justement à 5 cc par minute. Parce que si vous faites les 5 cc fois les 16, étant donné que le patient a droit à 80 gamma par cc. Donc, dans 80 gamma par cc, il faut combien de cc, sachant bien que 1 cc égale à 16 gamma. Donc, vous vous retrouvez à 5 cc par minute. Et 1 cc étant 20 gouttes, si vous voulez donner à ce malade 5 cc, il faut que vous lui donnez 100 gouttes par minute. Voilà un peu ce que j'avais gardé de la dilution de la baby noradré, juste pour ajouter ce que vous aviez dit. Mais bon, Okay. l'idéal aurait été, je pense, bien d'avoir la pousse. Il faut faire les pousses électriques. Donc, à part ça, je pense qu'il y a d'autres questions toujours dans le chat. Quelqu'un a mis pour le diagnostic, nous avons un gros souci à avoir les résultats de l'hémoculture dans notre contexte en moins de 5 jours. Il faut insister sur le prélèvement de la porte d'entrée autant que possible. Je pense que c'est beaucoup plus un apport qu'une question.
quelle est la place du bicarbonate dans le schéma thérapeutique? Et voilà, quelqu'un a dit pour finir, c'est pourquoi l'expression baby noradrénaline. Donc, les deux questions actuellement, c'est quelle est la place des ions bicarbonates, voilà. Et la deuxième question, c'est pourquoi baby noradré? Je vais vous laisser répondre à ces deux questions. Pour baby noradré, c'est inventé d'abord parce que qu'on utilise un portion de sang sans cesser. Donc, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. On a commencé la dilution par les enfants. Et après, on a remarqué qu'on pouvait utiliser chez les adultes, surtout les sujets âgés, pour ne pas trop frapper les vaisseaux. Donc, on met, tel que je l'ai expliqué sur une des diapositives, on prélève, on met dans 100 cc, après on ramène et puis on prélève un peu 500 cc dans une seringue qu'on place en pot seringue électrique et on commence par augmenter progressivement 10 cc1 et ainsi de suite. Et là, on a commencé avec les grosses interventions, les interventions digestives et après, on a commencé par utiliser ça pour la césarienne, la vasoplégie induite par l'arraché-anesthésie pour la césarienne en pouls seringue électrique. Du coup, comme c'est avec les enfants qu'on avait commencé, on a surnommé pratiquement baby noradré. C'est pour les enfants qu'on a commencé par utiliser pour les adultes. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est bien. Ça tolère, les gens tolèrent bien, les adultes aussi. Donc, c'est parce que c'est commencé par les portions de 100 cc. Donc, c'est ici, maintenant, à Cotonou, que nous avons imaginé, parce qu'on n'a pas poussé l'électrique, mais ça dans 500 cc ou 1250 cc. Bon, lorsqu'il y a les troubles métaboliques, surtout les troubles acido-basiques, on a l'habitude d'utiliser les bica. Je ne sais pas si c'est de ça, il dit l'ion bica, il veut dire. Mais dans la prise en charge du choc septique, même devant une acidose, c'est pas recommandé d'utiliser les bica. Ce que je vois dans certains hôpitaux où, bon, devant une mort imminente, il faut utiliser le bica. Je pense que c'est pas recommandé. Je ne sais pas si c'est de ça il veut pas utiliser des bica dans la prise en charge de choc septique. Vous ne verrez pas comme ça utilisé dans les autres pays. Donc, ici aussi à Cotonou, quand on voit les cas que nous avons eu, on n'a pas utilisé de bica. Hein. Même en pédiatrie, les cas que nous avons eu ici, non. Remplissage, exactement comme nous avons dit, remplissage, première expansion, deuxième expansion, noradré, antibiotiques, défense cardiaque, dobutamine, et puis vous levez le matériel responsable de l'infection. C'est fini. Utilisant de bica, pour faire les gazos, surtout, c'est pour chercher PaO2 si vous êtes sous ventilation. Maintenant, les ions pour réajuster votre FiO2, votre volume courant, votre fréquence respiratoire. Là, c'est bien, vous demandez la gazométrie, ça va vous permettre de régler et d'ajuster les paramètres ventilatoires. Mais en dehors de ça, ça ne rentre pas dans la prise en charge. Voilà. Hémoculture, on en a tellement parlé qu'on ne va pas revenir sur ça. Hémoculture, on ne fait pas systématiquement chez nous. Il faut l'avoir fait. Si le diagnostic est posé depuis l'autre hôpital, que c'est confirmé, vous faites votre QSOFA, que c'est bien, vous venez à l'hôpital où on peut faire le prélèvement, vous faites le prélèvement et puis le résultat ne sort pas aussi souvent. Hein. Chez nous, avant, on attendait une semaine. Maintenant, on est autour de 48 heures. Donc, c'est après ça qu'on peut changer l'antibiotique. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'il y a docteur Daignon Tofeyon qui a levé sa main depuis un moment. Docteur, vous avez la parole. Merci de vous présenter à nous et de poser votre préoccupation. Merci bien. Merci pour l'orateur.
Déjà, par rapport à l'hyperlactatémie, le principe physiopathologique, c'est que dans le contexte du sepsis et de l'état de choc septique, il y a un problème, un défaut à l'extraction de l'oxygène au niveau de l'échange tissulaire. Donc, du coup, l'organisme fonctionne en anaérobie. Et en anaérobie, il utilise beaucoup plus les voies détournées pour produire de l'énergie, ce qui produit du lactate. Donc, voilà pourquoi c'est des signes d'hypoperfusion périphérique. Maintenant, je me permets de rebondir un tout petit peu sur la question d'utilisation de bicarbonate et tout ça, parce que mon problème par rapport au sepsis aussi, c'est que on se concentre parfois sur seulement le contexte vasoplégique, la défaillance hémodynamique, alors que cette défaillance nous amène souvent à avoir d'autres défaillances, notamment la défaillance rénale et métabolique, qui va notamment donner les acidoses métaboliques et tout ça. Et le problème chez nous, c'est que cette défaillance rénale survient, vient dans un contexte de nécrose tubulaire qui nécessite souvent une dialyse. Qui nécessite une dialyse et qui parfois et souvent nous met dans de vraies difficultés chez nous parce que d'abord, l'accès aux dialyses et deux, parce que la dialyse chez le patient qui est en choc septique, ce n'est pas le même parce que on doit le faire on doit essayer de s'adapter à l'hémodynamique en utilisant en faisant des dialyses continues ou des dialyses un peu plus prolongées. Et ça aussi, c'est un gros problème chez nous parce que on n'y arrive pas. Nos réas ne sont pas équipés de ça. Donc, parfois, on peut bien gérer le contexte hémodynamique, mais le seul fait que déjà le patient a beaucoup de problèmes, une insuffisance rénale, parfois anurique, et tout ça, ça met le métabolisme totalement en danger. Et le patient peut avoir une hémodynamique maîtrisée. Et le contexte de l'insuffisance rénale peut totalement perturber l'homéostasie. Et quand l'homéostasie est perturbée, un patient qui est très acide, même la noradrée ne fonctionne plus. Et donc, il va devenir défaillant. Donc, c'est vraiment un gros problème. Et l'uréa, c'est beau, on fait tout ce qu'il faut, mais il faut également que ce problème, qu'on équipe l'uréa. Et ça, on a beau dire beaucoup de choses, mais il faut également que nos autorités puissent se pencher sur cette question. Je m'en arrête là. C'était juste un apport pour qu'on puisse savoir peut-être avoir l'orientation de ce que il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit compléter pour gérer un choc septique. Merci. Merci à vous, docteur, mais vous ne vous êtes pas présenté. C'est vrai que personnellement, moi, je vous... Moi, c'est docteur Charmel Torcoyon. Je suis médecin anesthésiste réanimateur. D'accord, merci beaucoup à vous, docteur. Vous êtes béninois ou togolais ou gabonais? Je suis béninois. D'accord. D'accord. Il y a quelqu'un qui a demandé, qui n'a pas vraiment suivi, mais qu'est-ce qu'on peut garder essentiellement de la communication de ce matin? Je ne vais pas essayer de faire comme le maître. Je vais laisser la parole au maître pour qu'il puisse faire son propre résumé de la séance de ce matin. Qu'est-ce que nous devons garder essentiellement de la thématique de ce jour? Oui, on peut garder d'abord que c'est une infection grave et c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Il faut vite diagnostiquer, il faut vite prendre en charge le choc septique. C'est
le champ, c'est un défi pour l'Afrique, comme l'a dit Dr. Toroyon tout à l'heure, par rapport à nos équipements. Et la prise en charge doit être rapide et précoce par d'abord une antibiothérapie adaptée. Après échec, il faut faire l'hémoculture, il faut faire une première expansion polémique, une deuxième expansion, il faut introduire les drogues vasopressives, notamment la noradrénaline qu'on peut combiner avec la dobutamine après s'il y a défaillance myocardique. Et il faut, après l'hémoculture, réadapter le traitement. Et voilà. Et puis, ce qu'on doit retenir de façon fondamentale, c'est qu'il faut agresser les choses sceptiques. Ça, il faut commencer précocement la prise en charge si on veut avoir un très bon résultat. Et retenir qu'il y a un nouvel espoir, c'est l'immunomodulateur qu'on peut utiliser, qui n'est pas encore mis sur le marché, mais lorsque ça va venir, ça va changer beaucoup de choses. Les éléments de diagnostic, on les connaît au bout des doigts. Le SOFA est arrivé depuis 2016. La lactatémie supérieure à 2 mmol par litre constitue les éléments de diagnostic. Il doit avoir un foyer infectieux, le sepsis, et voilà, au choc septique. La physiopathologie reste encore complexe. Nous en avons parlé un peu. Et puis, il y a une atteinte multiviscérale. La prise en charge du choc septique, c'est un défi. Il faut le reconnaître. Et pour réduire la mortalité maternelle, la mortalité liée au choc septique, il faut prendre en charge précocement. Voilà ce que nous pouvons retenir de façon globale.